Oui, mes chers collègues, voilà, donc nous allons pouvoir reprendre, et je vois que déjà, même s'il est assis, piétine pour prendre la parole, Monsieur Bazin, qui vient Oui, de merci quitter Madame la Présidente. l'hémicycle. En préambule de la reprise de nos travaux, comme on a un peu débordé dans l'examen de la commission, est-ce que le délai pour le dépôt des amendements en vue de la séance sera d'autant allongé, surtout que le rapporteur a besoin de réécrire un certain nombre d'articles. Je veux lui laisser assez de temps pour le faire. Alors, Vous êtes trop bon, monsieur Bazin. c'est d'usage, mais effectivement, ça ne dépend pas de moi. Donc, je dois, bien sûr, demander à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale un petit... Ah ouais. Oh, elle les a ouverts, vous inquiétez pas. Elle les a ouverts, comme nous toutes et tous. Bon, alors, on redémarre, mes chers collègues. On a eu une journée chargée, elle n'est pas finie, hein. Vous savez qu'il y a l'AME qui va venir tout à l'heure et on est attendu. Donc, on est sur l'article 10, amendement donc identique. Et monsieur Bazin, vous gardez la parole. Oui, monsieur le rapporteur, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Il s'agit par ce petit amendement rédactionnel de réintroduire l'ensemble des établissements dont les bénéficiaires potentiels de cette carte de séjour talent. Très bien. Madame Gruet n'est pas là. Monsieur Certain non plus. Monsieur Grelier non plus. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? En l'état des choses, je ne suis pas très favorable à cet amendement. D'abord parce que on parle bien d'une durée qui est temporaire, sur la base d'un titre temporaire d'exercer, et que, je le redis, passer cette période temporaire et une fois la validation des compétences acquises, les médecins PADU peuvent tout à fait aller exercer dans les établissements privés. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas une concurrence entre les établissements qui amène à vider au détriment des uns et à remplir donc les services des autres, qui n'est pas par un jeu de vase communicant une fragilisation de l'offre publique. Donc, en l'état, je suis défavorable à cet amendement. Monsieur Bazin? Oui, je vous écoute, monsieur le rapporteur, et je sens que vous partagez ma préoccupation. C'est que si on veut vraiment mettre en responsabilité l'ensemble des acteurs sur un territoire pour participer aux missions de service public, pour participer aux objectifs qu'on peut partager, il est important qu'on n'oppose pas les établissements entre eux et qu'on ne suscite pas non plus des phénomènes finalement de vase communicant dans un sens pendant le délai imparti, puis peut-être dans l'autre sens à ce moment-là. Moi, je crois que cette question du périmètre est importante, surtout dans la cohérence par rapport aux autres éléments qui sont pris, sachant qu'on a certains établissements, notamment privés, qui sont hyper spécialisés sur un certain nombre d'aspects et qui participent d'une certaine manière au maillage territorial. Il y a des endroits d'ailleurs où ça y contribue. Ce n'est pas le cas pour tout, hein, je vous le concède, mais il me semblerait intéressant qu'on ait une forme de circuit un peu homogène pour pas qu'on ait des phénomènes de cannibalisation mutuelle et qu'on change, en fait, qu'il y ait des changements de statut d'exercice pour justement ne pas rentrer là-dedans. Très bien, monsieur le rapporteur. Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, on rééquilibre les interventions des uns des autres, notamment s'agissant de l'article 4 et de la permanence des soins, en demandant la participation de tous les établissements à la permanence des soins, c'est vrai que, j'allais dire, de manière équitable, il faut aussi peut-être ouvrir ou réfléchir à l'ouverture du dispositif PADU dans cette période intermédiaire, hein, dans cette période avant validation, j'allais dire, des compétences. Il faut aussi veiller, peut-être que l'écriture de votre amendement pourrait y penser, il faut veiller aussi à cibler et à flécher les établissements qui sont qualifiants, c'est-à-dire qui peuvent effectivement accueillir aujourd'hui des internes, ce qui n'est sans doute pas le cas de tous les établissements privés. Donc, je serais favorable au retrait de votre amendement
peut-être pour qu'il soit retravaillé pour la séance, mais en tous les cas, pour l'instant, dans l'état, je suis défavorable. Monsieur le député. Je vais le retirer pour le retravailler avec le rapporteur d'ici la séance. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Certain n'est pas là. Monsieur Garot, vous avez la parole pour le 19. Pardon. Oui, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir élargir la liste des établissements où ces professionnels peuvent exercer. Et nous proposons qu'ils puissent le faire dans les maisons de santé, dans les centres de santé, en conséquence de quoi il faut adapter la rédaction de l'article. C'est l'objet de l'amendement. Très bien, monsieur le rapporteur. J'ai déjà fait la même réponse à un précédent amendement qui avait été déposé, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, sur le même mode que j'avais fait une réponse défavorable, de donner un avis défavorable. Donc je reste cohérent avec la position déjà exprimée. Très bien. Oui, monsieur Garot. Oui, un regret parce qu'en l'état de la rédaction, le médecin étranger devra travailler dans un établissement, alors public ou privé, à but non lucratif, social ou médico-social, pour être éligible à cette carte de séjour. Et si on veut aller plus loin, si on veut vraiment ouvrir la liste des établissements possibles, il faut modifier la rédaction. C'est-à-dire que c'est dommage de se priver quand même de cette possibilité-là. Je le soumets à la sagesse du rapporteur. Peut-être faut-il regarder ça pour la séance. Mais franchement, ça mérite qu'on y passe un tout petit peu de temps. Bon, je suis... Pardon, Madame la Présidente. Oui, allez-y, oui. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut peut-être, et en regard d'ailleurs de la réponse que j'ai faite à M. Bazin à l'instant, peut-être réouvrir en vue de la séance de manière, là aussi, à traiter l'ensemble du sujet de la même manière. Bon. Monsieur Garot, oui, vous avez un engagement du rapporteur sur le sujet, au même titre que monsieur Bazin. Écoutez, moi je veux bien le retirer si c'est vraiment pour qu'on puisse y arriver. D'accord ? Bon, alors à redéposer pour la séance. Très bien. Monsieur le rapporteur a un amendement rédactionnel. Un amendement rédactionnel. Oui, c'est un amendement rédactionnel, effectivement. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour Qui est pour Voilà, qui est contre? Non, mais tout le monde dort, là. Monsieur Garot, vous avez la parole pour le vote. Il est adopté, bien sûr. Monsieur. Oui. Là, l'amendement il vise à supprimer la condition de rémunération en dessous d'un certain seuil pour que l'étranger soit éligible à la carte de séjour dont on parle. Alors, il y a quand même trois petits problèmes qui se posent. D'abord, il y a une fixation du seuil qui est renvoyée à un décret. Bon, donc on ne sait pas très bien ce que ça signifie. En tout cas, il n'y a pas d'encadrement législatif. Deux, il y a le risque d'écarter des professionnels de santé étrangers qui pourraient être éligibles à cette nouvelle carte de séjour. Et enfin, elle conditionne l'attribution d'un titre de séjour au respect d'un plafond de rémunération, ce qui est, je crois, sans précédent dans notre droit des étrangers. Donc, au moment où on manque de professionnels de santé, peut-être là aussi faut-il regarder de très près les rédactions de telle sorte que on ne s'épargne, on ne s'empêche plutôt aucune solution. Monsieur le rapporteur. Alors là, sur le seuil, je suis pour le coup plutôt assez fermement défavorable. Il faut bien un peu de fermeté de temps en temps. Non, ou en tout cas de clarté dans la décision, enfin dans l'avis défavorable, pardon, notamment parce qu'il garantit aussi à l'ensemble des professionnels qui viendront exercer dans notre pays, malgré tout, un revenu minimum. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des effets, surtout si on élargit à des structures qui ne sont pas soumises à des rémunérations statutaires, mais soumises à des rémunérations privées, qu'on ait des effets de dumping, si on peut dire ça comme ça, ou vis-à-vis de certains professionnels. Avis défavorable, vous le maintenez, monsieur le député? Oui. Ah oui, ah oui. Je posais la question quand même, sait-on jamais. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur? Rédactionnel. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement suivant, monsieur le rapporteur, rédactionnel? Rédactionnel aussi. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel. Qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Amendement pouvant être mis en discussion commune. Amendement identique. Et je passe la parole à M. Bazin. Merci Madame la Présidente. Cet amendement réintroduit... on est un peu toujours sur le même sujet. C'est qui, j'ai l'impression que vous allez me faire la même réponse, Monsieur le rapporteur, puisqu'on on essaye d'élargir un peu le périmètre. Monsieur Bazin, vous avez fini? Non. Ce que je mais disais, c'est que je tellement- proposais d'étendre le Vous dispositif. êtes mais je d'habitude suis très pas sûr loquace. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Non, pardon, il y en a plusieurs. Excusez-moi. Alors, amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. Monsieur Certain, vous avez la parole pour le 718. Merci Madame la Présidente. Donc l'objectif de ce présent amendement est de pouvoir étendre la carte de séjour talent aux infirmiers intégrés aux établissements privés dans ce dispositif. Et vous présentez aussi le sous-amendement en même temps? Non? C'est Ah, moi, c'est Madame Brulebois, je croyais que c'était Oui, Monsieur Certain. merci Madame. Excusez-moi, Madame la députée. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un sous-amendement de cohérence avec le titre de la proposition de loi Oui, qui oui, précise c'est son- l'accès aux soins. Et donc ce sous-amendement précise profession de soins de santé. En effet, dans la nomenclature des professions de santé, on trouve les fournisseurs de matériel médical, on trouve les ambulances, les véhicules. Voilà, donc ça me paraissait logique que la carte talent soit réservée aux professions de soins de santé. Très bien, Madame la députée. Le suivant n'est pas défendu. Le suivant non plus. Ensuite, Monsieur le rapporteur pour le 745. Il est rédactionnel. Très bien. Ensuite, le suivant n'est pas défendu. Alors, votre avis, Monsieur le rapporteur? Je suis défavorable à cette idée, même si elle est séduisante sur le papier et elle pourrait paraître logique aussi, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de procédure de reconnaissance de diplôme aujourd'hui pour ces professions de diplôme hors pays de l'Union européenne. Et on sait que les formations paramédicales, le contenu des formations dépend beaucoup du système de santé, et on sait qu'il y a des disparités peut-être plus forte encore que pour les études médicales, sur le contenu des études, dès lors qu'on parle par exemple des infirmières qui n'ont pas le même rôle parfois et la même place dans les systèmes de santé. C'est déjà vrai du système européen, c'est encore plus vrai du système international. Donc il n'y a pas juridiquement de travail de procédure de reconnaissance de diplôme donc, pour ces professions. Et donc, au titre de cette raison, qui est quand même une raison fondamentale, je suis défavorable à ces amendements. À ces amendements, y compris donc le sous-amendement, j'en dis. Le 779. On est d'accord? Oui, oui. Très bien, moi je préfère vous demander, monsieur le rapporteur. Voilà, donc à l'ensemble... Oui, monsieur Bazin, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Parfois, on a un peu le sentiment quand même, au fil des différents articles qu'on étudie, qu'on est parfois un peu hospitalo-centré et qu'on fait un peu l'impasse sur les paramédicaux de ville. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est posé notamment par les IDE. Voilà, je comprends votre réponse, monsieur le rapporteur, parce que ce n'était pas forcément dans le périmètre initial de ce que vous souhaitiez, mais ça mériterait peut-être d'être approfondi. Je profite de cette intervention pour élargir par rapport à la problématique que vous fixez il n'y a pas de reconnaissance des diplômes européens, parce qu'on a sur l'autre sujet, mais sur les paramédicaux, je pense par exemple aux manipulateurs radio. On sait que dans d'autres pays, il n'y a pas les trois nucléaires, enfin vous voyez les trois aspects. Or, sur un aspect dont on a besoin ici en France, on pourrait reconnaître un certain nombre de diplômes à l'étranger. Or, ce n'est pas facilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir votre PPL sur des besoins et prévoir justement des démarches simplifiées de reconnaissance des diplômes là où on a des besoins? Le rapporteur. Alors, vous savez que le gouvernement et le ministre de la Santé a lancé ça il y a quelques semaines, a lancé un travail de refonte des études paramédicales. C'est le chantier du statut des infirmières. Et donc, c'est sans doute plutôt dans le champ et dans le cadre de cette refonte-là que peuvent se penser d'éventuelles
d'éventuelles équivalences de diplômes, ou en tout cas travaillent sur... mais voilà, donc je pense qu'il est trop tôt pour inscrire évidemment ce principe dans cette proposition de loi qui, de toute façon, juridiquement, rendrait même son inscription totalement inopérante compte tenu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les difficultés d'équivalence. Très bien. Donc, défavorable. Alors, je mets aux voix les amendements identiques. Le sous-amendement, pardon, je l'oublie déjà. Le sous-amendement qui est pour, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets aux voix les amendements qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Et je mets l'amendement de monsieur le rapporteur, rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Monsieur Garot, vous avez la parole pour le 21. Oui, c'est un amendement de cohérence, monsieur le rapporteur. Parce que dans l'article 9, vous proposez que l'attestation temporaire soit renouvelable une fois, ce qui permet de sécuriser en fait le parcours professionnel et le parcours de vie en fait du professionnel de santé. Mais à l'article 10, cette possibilité de renouvellement, elle n'est pas envisagée, elle n'est pas prévue. Et du coup, ça risque de fragiliser là le parcours de vie des PADU. Donc c'était une proposition qui permet de redonner de la sécurité et de la stabilité à l'ensemble des professionnels auxquels on fait appel. Très bien, monsieur le rapporteur, votre avis? Alors avant de donner un avis, j'ai pris soin de demander à des juristes effectivement l'opportunité de cet amendement. Ils me disent qu'il est en fait satisfait et qu'il n'y a pas besoin de préciser. Il emporte la règle, voilà. La règle précisée à l'article 9 est emportée à l'article 10 sans qu'il y ait besoin de les réécrire. Donc on peut voter l'amendement sans problème. En fait. Donc vous pouvez le retirer sans problème. Vous pouvez le retirer, sans problème. sinon c'est de la redondance. Sinon c'est la redondance légistique et ça, voilà. Vous le retirez, monsieur le député? Ah, bah vous le maintenez. Bon, bah il aime bien la redondance, la paraphrase. Allez, on y va, les lois bavardes. Alors, sur ce, je mets aux voix cet amendement. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour les lois bavardes, d'accord, qui est contre, il est rejeté. Amendement pouvant être mis en discussion commune, monsieur Bazin. Oui, c'est des amendements de cohérence Vous les avec présentez d'autres amendements que j'ai déposés tout à l'heure. Ça vous fait sourire, monsieur le rapporteur, mais c'est important. Alors, je vous propose, madame la présidente, de défendre les deux d'un coup. Ah oui, mais bien sûr, avec plaisir. Oui. Donc le premier, c'est pour qu'on puisse, au moment de la délivrance de la carte de séjour, vérifier qu'il y ait une présentation par les professionnels d'un document attestant d'un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues, et en amendement de repli B2. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux amendements, 257 Écoutez, et 258? Puisque c'était des amendements de cohérence, la réponse essaiera d'être aussi cohérente que lorsque le sujet a été abordé tout à l'heure. Et donc, c'était évidemment un avis défavorable pour les mêmes raisons en cohérence que celles évoquées tout à l'heure. Oui, je pense qu'il s'en doutait. Alors, je mets Chacun sa cohérence. Je mets aux voix l'amendement 258 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote sur le 257. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, le 744, amendement rédactionnel. Rédactionnel. Très bien. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, monsieur Bazin, le 260. Je vous donne le micro. Monsieur le rapporteur, vous dites rédactionnel, mais d'enlever le passage en Conseil d'État, ça peut être rédactionnel, mais je pense que nous, on l'aurait proposé, ça aurait été pas forcément jugé rédactionnel. Là, par cet amendement 260, je souhaite vous proposer de préciser que la révocation de l'attestation entraîne la révocation de la carte de séjour pluriannuelle. C'est une question de cohérence. Alors, vous allez peut-être me répondre que c'est déjà satisfait par le droit commun, mais comme on est sur un périmètre un peu exorbitant et qu'on est sur un peu un régime dérogatoire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de le préciser pour garantir la confiance dans notre système de santé?
Très bien, monsieur le rapporteur. Je pense que la confiance dans notre système de santé n'a pas besoin qu'on fasse de la loi bavarde, comme tout à l'heure il était déjà question, et qu'effectivement, comme vous l'avez, puisque vous avez fait la question et la réponse, relisez-vous et vous aurez la réponse. Non, mais le droit commun permet effectivement de couvrir le risque que vous pointez. Donc c'est un vrai, voilà. Donc il y a de toute façon pas la peine de répéter cette disposition pour qu'elle soit prise en compte dans le droit commun. Bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement identique, alors pas défendu. Monsieur Bazin pour le 715. Je retente ma chance, écrit un peu différemment, mais c'est pour les IDE. Voilà. Donc j'imagine que votre réponse sera défavorable. Moi, j'ai mis un avis favorable à mon amendement. Monsieur le rapporteur. Moi, j'ai mis un avis favorable à la cohérence qui est la vôtre, mais défavorable sur le fond à l'amendement pour rester dans la cohérence. Alors attendez, parce qu'il y avait qu'est un la mienne. amendement, monsieur Certain, dans cette discussion, il y en a plusieurs. Monsieur, oui. Défendu vient de me dire monsieur Certain. Madame Gruel n'est pas là. Et bien donc c'est tout. Donc monsieur le rapporteur, veuillez réitérer votre réponse défavorable. Même si c'est transpartisan avec monsieur Certain, c'est plutôt un binôme là. C'est pas. Alors donc je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis. Monsieur le. Je retire mon amendement. Vous retirez. Monsieur, vous le reprenez. Il peut pas. Vous avez le même. Oui, de toute façon. Alors monsieur Bazin, vous le maintenez. Je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre. On n'oublie pas de voter. Qui est contre. Ça vous va? Bon, monsieur le rapporteur, votre amendement rédactionnel. Très bien, je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 10 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 10 ainsi modifié est adopté. Amendement portant article additionnel après l'article 10, monsieur le rapporteur. Alors, Je vous donne le micro, il y a quelqu'un qui doit... Ah bah, je vous le coupe. Voilà, je vais prendre quelques secondes, pour ne pas dire une minute ou deux, pour expliquer cet amendement, effectivement, qui vient préciser et répondre d'ailleurs à certains amendements qui s'inquiétaient de la répartition des PADU dans les territoires. Et donc, l'amendement rédactionnel que je propose, effectivement, ajoute un article, mais qui vient préciser donc, les conditions qui encadrent la répartition des lauréats une fois validées donc leurs compétences pour les médecins PADU. Les articles du Code de la santé qui seront modifiés par cet amendement, donc sur la procédure d'autorisation d'exercice pour les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, pour les pharmaciens, donc pour l'ensemble des professionnels de santé que l'on évoque depuis tout à l'heure, permettent d'introduire des dispositions ayant pour objet de déconcentrer la compétence pour délivrer les autorisations temporaires. On l'a dit tout à l'heure à l'occasion du débat, c'est-à-dire qu'en plus du ministre ou du directeur du CNG, une autorité régionale, en l'occurrence le DG de l'ARS, pourront assurer la délivrance de l'autorisation d'exercice temporaire. Cet amendement prévoit aussi la création de 2 commissions, une commission régionale et une commission nationale, dont la composition sera évidemment précisée par décret, pour organiser donc la validation des parcours. La répartition à l'issue des EVC pour la réalisation du parcours de consolidation dépendra d'une liste de postes déterminée, et là c'est important de le dire, spécialité par spécialité et région par région, par la Direction générale de l'offre de soins en lien préalablement avec les ARS, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura la possibilité de prendre en compte, ce qu'a évoqué plusieurs d'entre vous lors du débat tout à l'heure, les besoins des territoires en matière de couverture de ces médecins PADU. Voilà. Les PADU, je signale ça aussi, les PADU lauréats des EVC, déjà sous contrat dans un territoire, seront prioritaires pour effectuer leur parcours de consolidation dans leur région, et les PADU extérieurs au territoire pourront choisir leur poste selon les places disponibles et les rangs de classement, c'est-à-dire de voir toujours effectivement apparaître les postes dans les régions les plus sous-dotées, ou en tout cas dans lesquelles il y a des besoins spécifiques. Voilà l'essentiel de cet amendement et de cet article qui vient préciser la répartition des PADU dans le territoire. C'est un élément que plusieurs d'entre vous avaient souligné, donc je voulais prendre le temps de bien spécifier le dispositif. Merci Madame la Présidente. Très bien, je mets aux voix donc... Pardon, oui, allez-y Monsieur le député. Techniquement, je crois que si on l'adopte, ça fait tomber tout ce qui est après. Non.
non. Non, vous pouvez le voter tranquillement. Tranquillement. Si c'est ça la question. Voilà. Donc, je mets aux voix cet amendement qui est reçu donc de monsieur le rapporteur, qui est pour. Amendement de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Alors ensuite, monsieur Gernigon, non, monsieur, ben, vous l'avez pas co-signé, donc il ne sera pas défendu. Désolé. Ensuite, monsieur Houssin, c'est le 526, monsieur le député. Merci. C'est un amendement d'appel, Madame la Présidente, qui demande qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles la possibilité serait donnée aux plateformes de rendez-vous en ligne de conditionner toute nouvelle prise de rendez-vous d'un utilisateur n'ayant déjà sur la même plateforme pas honoré un rendez-vous auprès d'un professionnel de santé. La plateforme pourrait ainsi exiger l'enregistrement de la carte bancaire du patient afin de pouvoir débiter ce dernier d'un montant à définir en cas de nouvelle absence sans annulation préalable à un rendez-vous auprès d'un professionnel de santé. Le montant forfaitaire récolté serait réparti entre le médecin lésé, la Caisse nationale d'assurance maladie et la plateforme. On sait qu'il y a 2 rendez-vous non honorés en moyenne par jour et par médecin. Ça fait quand même par an 28 millions de rendez-vous qui sont ratés en France et c'est un véritable gâchis. On sait que le président de la République et le ministre de la Santé sont plutôt favorables à la potentialité d'une facturation raisonnable de ces rendez-vous qui ne sont pas honorés. Il y a eu des initiatives au Sénat dont on ne sait pas où elles en sont exactement. Je ne sais pas si en tant que membre de la majorité, vous pourrez nous donner des nouvelles là-dessus. Ce qui a été exploré souvent, c'était la ponction par la CNAM. Et puis on se heurte à des problèmes légaux de facturation de rendez-vous pris. La facturation de rendez-vous pas pris n'étant pas possible. Il s'agit donc ici de proposer que ce soit les plateformes qui jouent ce rôle et non pas les praticiens ou l'assurance maladie. Ça reste cependant à encadrer pour éviter les abus. Pourquoi est-ce que ça devrait être encadré d'un point de vue politique ? Puisque laisser la main aux plateformes, ça veut dire qu'on pourrait quand même limiter l'accès aux soins d'un certain nombre de patients par le biais des plateformes, donc c'est à encadrer. Et puis il y a la question des bénéfices qui serait fait avec la facturation de ces rendez-vous qui n'ont pas été honorés. Il ne s'agit pas que ça devienne non plus un business pour les plateformes. Donc si c'était mis en place, il faudrait probablement légiférer sur la partie qui reviendrait aux praticiens, la partie qui reviendrait à l'assurance maladie et puis la partie qui reviendrait à la plateforme pour le service qu'elle rend. Très bien, monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Alors, c'est un sujet qui, effectivement, a fait l'objet de beaucoup de réflexions dans cette Assemblée, au Sénat, vous l'avez dit, puisqu'on voit bien que là, il y a un bug dans le système, on va dire ça comme ça, où la facilité apportée par les plateformes aboutit justement à un comportement vis-à-vis des médecins qui ont un temps précieux qui n'est pas viable. Néanmoins, une fois dit ça, 2 éléments. La première, à titre personnel, je ne suis pas sûr qu'il fallait aller vers des sanctions, et notamment des sanctions pécuniaires. Je préférais qu'effectivement, on mette des systèmes, mais c'est peut-être à travailler, mais certaines plateformes le font, à des systèmes de rappel, des rappels insistants auprès des patients. Mais au-delà de ça, il y a, et c'est un peu un parallèle avec la réponse que j'avais faite à M. Garot sur les IPA, lorsque la question de revenir sur le sujet des IPA avait été posée. Il y a eu un compromis entre l'Assemblée et le Sénat à l'occasion de la proposition de loi portée par Stéphanie Ries, qui est devenue loi depuis, parce que les sénateurs eux-mêmes avaient effectivement poussé le sujet. Ils ont accepté de retirer cette disposition lors de la CMP sur le texte Ries. Voilà, c'est un peu comme les IPA, ne pas revenir sur des accords politiques qui datent d'il y a quelques semaines. C'est pour ça que moi, je suis amené à donner un avis défavorable à cet amendement. Monsieur Clouet, puis monsieur Rousset. Puis Merci Madame la Présidente. Une intervention qui va largement dans le sens de l'intervention de Monsieur le rapporteur. En l'occurrence, premièrement, il me semble qu'il y a déjà une pénalité. L'absence de rendez-vous en tant que telle et l'absence d'accès aux soins est une pénalité. Donc les gens qui ne se rendent pas au rendez-vous en souffrent déjà. Par ailleurs, vous disiez à l'instant 27 millions de rendez-vous non honorés. Monsieur Braun a dit 9. Donc bon, écoutez, ça tombe bien. On vient déjà divisé par 3 le problème, comme quoi ça va assez vite. Mais si jamais vous opérez une logique de sanction, eh bien, vous avez le risque d'alimenter du renoncement aux soins, notamment pour les publics qui ont les calendriers personnels, les agendas les plus compliqués. Je pense notamment
aux personnes précaires, je pense aux mères célibataires qui ont des difficultés d'organisation de leur temps et qui en fait peuvent être, pour plein de raisons, indépendantes de leur volonté propre, que ce soit des rendez-vous administratifs qui se substituent ou autres, être amenés à ne pas se rendre au rendez-vous. Et par ailleurs, il me semble qu'il vaut mieux quelques rendez-vous manqués que des soins non administrés, auquel cas ça va engorger les urgences, ça va coûter beaucoup plus cher au final. Et ce que vous proposez comme piste me semble largement pire que le mal, d'autant que des choses se font dans les territoires, les relances par SMS, le fait d'avoir une notification écrite, etc. On sait faire autrement pour réduire les absences à rendez-vous que de sanctionner les personnes qui n'y se sont pas rendues. Très bien. Monsieur Rousset? Oui, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous qui ne sont pas honorés et il y a un certain nomadisme médical, un certain nomadisme des usagers. Moi, je trouve que ce qui se fait dans d'autres domaines commerciaux, le rappel, par exemple, 5-6 jours avant, de façon systématique. Et si la personne répond je maintiens mon rendez-vous, et si elle ne vient pas, là, peut-être, en logique, on pourrait faire quelque chose. Mais si elle répond j'abandonne mon rendez-vous, bien sûr, il n'y a rien à faire. Donc, je pense qu'il y a une solution intermédiaire à trouver qui devrait satisfaire tout le monde. Très bien. Madame Petit? Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je pense que c'est vraiment un problème, mais que je prendrais d'un autre point de vue que vous, mon cher collègue. Parce que je me dis que ce rendez-vous qui n'a pas été honoré par celui qui l'a pris, finalement, a empêché quelqu'un d'autre qui peut-être avait besoin de cette place d'accéder aux soins. Donc moi, je me positionne plutôt dans cette optique-là, de dire que... il faut inciter les personnes à se rendre au rendez-vous s'ils ont pris le rendez-vous, mais moi, je ne suis pas contre une sanction. Les rappels automatiques existent déjà. Ce n'est pas pour ça que forcément les personnes vont s'y rendre. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont annuler le rendez-vous. On sait aujourd'hui que beaucoup de personnes, alors je prends un exemple qui n'est pas tout à fait du même domaine, mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui candidatent à un emploi qui ne se rendent même pas à l'entretien d'embauche. Donc, c'est une mentalité qui est en train d'évoluer. Les gens prennent des rendez-vous. C'est un petit peu comme les gens qui réservent beaucoup de billets d'avion, par exemple. Les gens prennent des rendez-vous et finalement ne les honorent pas, ne s'excusent pas de ne pas venir. Donc il y a vraiment un sujet sur lequel il faut avancer. Et monsieur le rapporteur, je voulais savoir ce qui était proposé finalement à la place, parce qu'il faut régler ce problème. Très bien. Monsieur Bazin, attendez, Monsieur Bazin, 30 secondes. Dans la mesure où vous êtes l'auteur de l'amendement, je vous donnerai la parole à la fin pour pouvoir conclure. Monsieur Bazin? Oui, merci Madame la Présidente. Le titre de votre proposition de loi, améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Or, on voit bien que ce n'est pas qu'une question des professionnels, c'est aussi une question de comportement, comme ça a été mentionné par ma collègue Maude Petit. Moi, j'ai échangé avec une organisation et ils avaient une personne et ils ont vu, elle en était au 17e rendez-vous non assumé, la même personne en faisant une étude. Et ça représentait l'équivalent d'une journée pour la personne qui... Ça pose souci, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas ça, mais ceux qui le font aujourd'hui n'ont aucune sanction. Je ne sais pas si elle doit être... Vous dites que vous êtes sceptique, si c'est monsieur le rapporteur, si c'est une sanction financière. En tout cas, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que ça retarde l'accès aux soins pour les autres, ça utilise du temps de soignant qui est précieux alors qu'on est en pénurie de soignants. Et donc, à un moment, il faut qu'on trouve des dispositifs qui incitent à respecter, à prévenir, parce que c'est des rendez-vous où ils ne préviennent même pas qu'ils ne viennent pas. Et donc, on attend. Très bien. Monsieur Houssin? Oui, je voulais avant tout répondre aux collègues de gauche qui estimaient que les personnes qui auraient à payer ce montant parce qu'ils n'honorent pas leur rendez-vous seraient les personnes pénalisées. Je vous invite à venir dans les déserts médicaux. Les personnes qui sont pénalisées, c'est celles qu'on reçoit dans nos permanences et qui ne trouvent pas de possibilité de rendez-vous. Mon amendement, là, il propose que cette pénalité, elle puisse être mise que quand vous avez déjà, pour une première fois, non honoré un rendez-vous. Et puis, vous parlez des personnes précaires qui, pour une raison ou une autre, en dernière minute, ne peuvent pas se rendre au rendez-vous. Il y a quelque chose de très simple. Il s'agit de prévenir et d'annuler son rendez-vous. On a aujourd'hui affaire à des gens qui, par le biais des plateformes, prennent plusieurs rendez-vous pour une même problématique. Ils vont à l'un de ces rendez-vous et ils n'honorent pas les autres. Or, ce sont toujours les mêmes personnes qui le font, qui ont ce type de pratique, mais on a l'habitude que la gauche ne veuille jamais sanctionner les personnes minoritaires qui ont des mauvais comportements et qui nuisent à la majorité. Très bien. Bon, sur ce, nous allons passer au vote sur cet amendement, s'il vous plaît. Le sujet ne sera pas réglé ce soir, c'est sûr. Alors,
Le rapporteur a émis un avis défavorable qui est pour. S'il vous plaît, on aura tout le loisir d'en discuter dans l'hémicycle la semaine prochaine. Alors, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement pouvant être mis en discussion commune. Monsieur Neuder, c'est Monsieur Juvin, il n'est pas là, Monsieur Oui. Neuder. Oui, Madame la Présidente, en fait, cet amendement vise à dégager du temps médical en favorisant l'autodéclaration pour des arrêts de travail mineurs. Les délais pour pouvoir aller chez son médecin traitant quand on a besoin d'un arrêt de travail sont rarement du jour même. Donc, c'est de favoriser l'autodéclaration. C'est utilisé dans d'autres systèmes de santé européens comme au Portugal. Et ça permettrait naturellement de limiter, de dégager du temps médical. Et ça permettrait de limiter aussi ces arrêts de travail, et notamment les indemnités journalières, au nombre de jours de carence qu'a le salarié concerné. Donc, ça serait une mesure dont on avait déjà évoqué l'existence dans le PLFSS. On avait posé des amendements pour le maintenir, mais ça avait été supprimé. Très bien. Monsieur Houssin, pour le 222. Oui, c'est un amendement en discussion commune et qui est relativement équivalent à celui qui vient d'être présenté. Il s'agit qu'en cas d'interruption de travail ne donnant pas droit au versement d'indemnités journalières, l'assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit dispensé de certificat médical. On sait qu'actuellement, obtenir un rendez-vous d'urgence avec un médecin généraliste, ça nécessite en moyenne 2 jours. C'est davantage dans les déserts médicaux. Et on sait qu'une absence au travail ne peut être justifiée que par un arrêt de travail délivré par un professionnel de santé. Ce qui pose finalement plusieurs problématiques, c'est que dans nos territoires déserts médicaux, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, donc qui ne parviennent pas à obtenir ces rendez-vous. Donc ça faciliterait la vie des habitants des déserts médicaux. Et puis surtout, ça permettrait de désengorger les cabinets médicaux et de libérer les médecins de rendez-vous qui sont pris finalement pour des pathologies totalement bénignes. Alors ça avait déjà été en fait expérimenté. Il y a eu l'initiative de la plateforme d'autodéclaration Déclare Amélie qui a été mise en œuvre pendant la pandémie et qui avait pas mal marché. Et puis c'est mis en place aussi par d'autres pays. Le Portugal a ce système qui semble fonctionner. Bien sûr, il faudrait fixer un quota de nombre de jours que vous pourriez utiliser de cette façon. Très bien. Ensuite, Monsieur Neuder pour le 97. Pour Madame Corneloup, défendu. Très bien. Et Monsieur Houssin, 221. Oui, en fait, le 222 est l'amendement de repli du 221. Le 221 s'adresse à l'ensemble du territoire français. Le 222 ne serait valable que pour les déserts médicaux. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements en discussion commune? Alors c'est un avis défavorable. Bien sûr, on peut penser, comme vous l'avez décrit, que libérer du temps médical pour ce type d'arrêt de travail, c'est quelque chose de positif et que finalement, ça n'a pas de conséquences. Néanmoins, il faut quand même prendre en compte le fait que supprimer la nécessité d'un certificat médical pour les arrêts de travail qui pourraient être dès lors autodéclarés, on remet en question un certain équilibre qui a été trouvé entre les salariés, la sécurité sociale et les employeurs, puisque vous savez que les employeurs, les arrêts de travail non rémunérés sont en réalité souvent payés par les employeurs. Et si ces arrêts de travail peuvent être autodéclarés, les employeurs pourraient être amenés à remettre en question ce système. Et alors ce serait un recul à ce moment-là pour les salariés. Donc je pense que sans concertation préalable avec les employeurs, introduire ce type de dispositif dans le droit me paraît hasardeux, en tout cas inadéquat, et donc j'ai un avis défavorable. Très bien. Monsieur Houssin. Oui, moi je pense qu'il y a une véritable économie d'échelle qui est à faire, c'est-à-dire qu'on va libérer pas mal de temps à des médecins généralistes et il va falloir en face mettre un petit peu plus peut-être de médecins pour contrôler. Si vous déclarez sur une plateforme en ligne, vous devez le déclarer dès le début de votre arrêt de travail du jour, dès le début de la matinée. Il suffit d'avoir des contrôleurs qui vont aller vérifier un certain nombre d'arrêts du jour et bien faire passer le message aux gens qu'ils doivent être chez eux pendant ce type d'arrêt de travail, et on va gagner en efficacité parce qu'on aura moins de médecins mobilisés, et à partir du moment où les gens savent qu'il y aura un contrôle de l'effectivité du fait qu'ils sont chez eux et de l'effectivité potentielle du fait qu'ils soient malades, le risque de fraude est finalement relativement faible. Monsieur Neuder. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je trouve que c'est dommage quand même qu'on coupe aussi vite. J'entends vos réserves, hein, mais
il y a quand même beaucoup de choses au niveau du diagnostic médical. Quand vous déclarez à votre médecin traitant que vous avez une gastro, il y a quand même peu de façons de le vérifier. Hein. C'est quand même souvent du déclaratif. Donc, donc sur l'acte médical, c'est pas gênant. Et sur le fait que l'employeur prenne en charge, je pense que ça mérite pour le coup, je suis pas avide de rapport, mais pour le coup, ça mériterait quand même qu'on regarde. Parce que moi, j'entends ce que vous dites, mais pour moi, je n'avais pas cette notion que les jours de carence ne s'appliquaient pas et que les employeurs prenaient à charge malgré les jours de carence. Bien sûr. Oui, c'est un par groupe, monsieur Frappé. Oui, mais est-ce que vous savez le quantifier? Moi, j'entends ce que vous dites, je veux bien, mais en tout cas, dans beaucoup de fonctions administratives, de choses comme ça, les jours de carence restent des jours de carence. Et je sais pas, j'entends ce que vous dites, mais ça m'arrêterait d'être documenté. Oui. Madame Berreté. C'est pas non plus tous les employeurs, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui le font, ou via des branches qui le font, via des accords collectifs, et c'est ce qui permet aussi, finalement, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, d'être plus attractives. On parle beaucoup de travail. Après, je pense que la généralisation, là, comme ça, par la voie d'un amendement dans ce type de texte, nécessiterait plus de réflexion et d'études d'impact, parce que je pense que c'est périlleux. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement, l'amendement donc 129 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 222. Les amendements identiques, même avis, même vote également. Très bien, je vous remercie. Amendement identique et je passe la parole. Monsieur Neuder. Alors, je vais aller très vite. Ah oui, pardon. Madame la Présidente, il s'agit, là encore, dans le contexte de gagner du temps médical, de pouvoir justifier par déclaration sur l'honneur, plutôt que de solliciter un certificat médical, notamment pour tous les salariés qui bénéficient de jours enfants malades. Donc, ça serait, dans le cadre de leur nombre de jours d'enfants malades, de pouvoir le faire sur une déclaration sur l'honneur que plutôt de le faire par un certificat médical pour gagner du temps aux médecins. Très bien. Alors, attendez voir, je regarde tous mes amendements, non plus, pas défendus. Et Monsieur Houssin, vous avez la parole, Monsieur le député. Oui, de la même façon que précédemment, on souhaitait éviter les certificats médicaux pour les absences au travail lors de jours non rémunérés et les encadrer par un quota maximal. On est sur la même idée, mais cette fois-ci pour les maladies bénignes de l'enfant, où les parents feraient simplement un certificat sur l'honneur pour justifier leur absence au travail. Là encore, bien sûr, il faudrait les limiter en quantité et puis organiser des contrôles, mais ça permettrait de pallier en partie aux difficultés à trouver des rendez-vous dans les déserts médicaux et puis à soulager les praticiens de rendez-vous qui sont finalement assez administratifs pour des pathologies qui sont bénignes. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Oui, mais l'avis est le même ou fondé sur le même type de raisonnement. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'idée paraît séduisante du point de vue du médecin et du temps libéré pour le médecin, voire de la facilité aussi pour la personne qui est malade, il n'empêche que c'est un jeu à trois, puisque dans beaucoup de branches, dans beaucoup d'entreprises, il y a une indemnisation par l'entreprise, un paiement par l'entreprise, une compensation par l'entreprise de ce jour de carence. Donc à partir de là, il vaudrait mieux, dans le respect du dialogue social, qu'on puisse être certain que ça ne se retourne pas in fine contre le salarié et que finalement les entreprises en viennent à sortir d'un système où parfois, et c'est une grande majorité des cas, elles compensent ces jours-là. Donc même réponse que tout à l'heure, avis défavorable sur cet amendement. Très bien, Monsieur Houssin. Oui, simplement, j'entends votre réponse, monsieur le rapporteur, mais quand on observe l'âge moyen de nos généralistes, quand on observe le temps de travail qu'ils font par semaine et la tendance des plus jeunes à travailler moins que leurs aînés, c'est leur choix et c'est pas le lieu forcément de le critiquer ici. Mais dans les années à venir, on sait qu'à court terme, il ne va pas sortir davantage de médecins, que la problématique va donc aller en s'aggravant. Il va donc falloir, tant que faire se peut, mieux répartir les médecins sur le territoire sans trop les contraindre non plus, faire gagner dans la mesure du possible du temps médical aux médecins. Mais il y a quand même aussi une chose qu'on va bien être obligé de faire, c'est finalement de décharger les médecins des tâches qui sont les moins primordiales. Or, avec les amendements qu'on vient de présenter, on essaie aussi de les décharger des tâches qui sont les moins primordiales pour pouvoir pallier aux problématiques les plus urgentes et que les gens qui sont face aux difficultés les plus importantes et aux problématiques médicales les plus importantes puissent avoir un rendez-vous chez le médecin. Très bien, monsieur le rapporteur.
Oui, non mais je ne nie pas qu'il n'y ait pas un sujet. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet et je ne dis pas que ce soit pas même pas. C'est sans doute une voie à explorer et à travailler, mais elle ne doit pas être travaillée comme ça au détour d'un amendement qui, quand bien même il pose un vrai sujet, mais il doit être travaillé avec aussi les employeurs et notamment dans les branches qui se sont engagées à compenser et à financer ce jour qui, dans le Code du travail, effectivement, n'est pas rémunéré, mais que certains employeurs rémunèrent, de manière à ce que ce que vous proposez, qui est positif pour libérer du temps médical, ne se retourne pas in fine contre les salariés qui, si jamais les employeurs, parce qu'ils n'auraient pas été mis dans la discussion de l'évolution d'un système dans lequel ils sont partie prenante, se retirent du système. Donc voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est sans doute un vrai sujet, mais il faut le travailler différemment, de mon point de vue, que par amendement dans ce texte-là. Très bien, Monsieur Neuder. Monsieur Neuder. Monsieur Neuder. De dialogue. Monsieur Neuder. Mais alors, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, moi j'entends ce que vous dites, mais si on n'évoque pas ces sujets dans cette PPL qui a pour but quand même de libérer du temps médical pour d'avoir davantage de temps médical à offrir dans l'offre de soins, c'est-à-dire que si on ne peut pas, alors qu'on est des élus d'opposition, en parler dans les amendements, comment voulez-vous qu'on en parle ? Puisque ça, des mesures qu'on a déjà évoquées lors du PLFSS, qu'on a évoquées ou pas évoquées avec le 49.3. Maintenant, on a une PPL, on nous dit que ce n'est pas le bon moment ni le bon lieu, mais alors on en parle quand ? Je suis vraiment tout oui. Pour libérer du temps médical. Très sur bien. Les enfants malades et les autodéclarations, c'est quand même du bon sens. Très bien. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Effectivement, il y a quand même des amendements qui viennent d'horizons très divers pour proposer cette disposition. Et il me semble que le fait qu'on ait déjà des quotas qui les encadrent de manière calendaire au niveau annuel, en fait, limite une partie des risques que vous y voyez en termes d'usage discrétionnaire. Alors, nous, voilà, c'est la raison pour laquelle on va voter en faveur de cela. Après, si vous voulez plus de dialogue social, on pourrait le confier au délégué syndical, si vous voulez, l'autorisation de ne pas être là. Mais je pense que c'est déjà un compromis extrêmement important qu'on fait en votant ça. Très bien. Bon, écoutez, je pense que le débat sera très riche en séance. En attendant, je mets aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Monsieur Houssin, pour le 224. 224, comme tout à l'heure, c'est l'amendement qui va pour tout le territoire et le précédent était simplement pour les déserts médicaux. Très bien. Monsieur Frappé pour le 112. Ah non, pardon, ils ne sont pas ensemble. J'ai hâte de... Voilà, oui, d'aller très vite. avis défavorable avec les mêmes arguments que ceux évoqués. Et j'en profite juste pour dire d'une phrase à Yannick Neuder. Il ne s'agit pas de pas évoquer le débat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Je dis simplement que pour changer l'état du droit, ce n'est pas un jeu entre... C'est aussi un dialogue à avoir avec ceux qui aujourd'hui financent en partie le système, c'est-à-dire les employeurs. Très bien, donc avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Monsieur Frappé pour le 112, dernier amendement. Ah, c'est moi la voiture balai. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je pense vous apporter une solution aux remarques que vous faisiez en disant que c'était peut-être pas ici qu'il fallait en discuter. Eh bien, mon amendement a pour objectif de créer une expérimentation qui simplifierait l'absence d'un salarié pour ces raisons d'enfants malades. Aujourd'hui, de nombreuses familles prennent rendez-vous chez leur généraliste pour obtenir un arrêt de travail éventuel d'une journée ou deux en raison de la maladie d'un de leurs enfants, tout au moins un certificat. Cette expérimentation est d'autant plus justifiée qu'elle permettrait aux médecins de dégager du temps et que le temps pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste est actuellement en moyenne de 2 jours. Notre objectif est d'épurer l'agenda des médecins pour diminuer les consultations à but administratif, simplement pour obtenir un certificat maladie à suite de la maladie de l'enfant. Le bilan de cette expérimentation serait remis au Parlement par le gouvernement et selon les résultats de cette expérimentation, on étendrait ou non ce dispositif allégeant les consultations journalières des médecins libéraux. Je vous remercie. Très bien, monsieur le rapporteur, votre avis ? Oui, mais par cohérence, je vais exprimer un avis défavorable sur cet amendement, par cohérence avec le débat que nous avons déjà depuis quelques minutes. Très bien, donc il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ?
Il est rejeté. Ne partez pas. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour? Qui est contre? L'article 11 est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée. Je mets aux voix... Non, ça y est, pardon. Je me suis dit... Non, mais je lisais machinalement. Non. On recommence. Alors, mes chers collègues, avant que vous ne partiez, petit rendez-vous donc demain matin à 8h45 au titre de l'article 88 du règlement des amendements sur la proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d'une conférence de financement du système de retraite. Donc on se retrouve à 8h45 dans le cadre de l'article 88 et bien sûr à 9h dans l'hémicycle en séance. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable soirée. On n'a pas fini, on se retrouve dans l'hémicycle.